ou un semblant de dialogue, vouloir invalider remettre en cause cette décision du Conseil constitutionnel. Et donc, le Conseil constitutionnel va freiner cette tentative de report dans sa décision du 15 février 2024. Et le Conseil constitutionnel fait constater quelque chose, que la décision de reporter l'élection présidentielle ne repose sur aucune base légale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil constitutionnel, aucune base légale. Que le président de la République ne dispose pas du pouvoir de reporter ou d'annuler le scrutin. Ni le président de la République, ni l'Assemblée nationale, dit le Conseil constitutionnel, ne peuvent reporter la tenue de l'élection présidentielle. Donc, le principe, le Conseil constitutionnel évoque, deuxième chose, l'évocation du principe constitutionnel de l'intangibilité du mandat du président de la République. En d'autres termes, le Conseil constitutionnel dit au président de la République, à partir du 2 avril, vous n'êtes plus président de la République. Soit vous organisez des élections avant, mais sachez que le 2 avril à minuit, donc le 3, vous êtes un citoyen lambda. Si vous n'avez pas organisé d'élection jusqu'ici, on tombe. On ne soit pas dans une situation de vacance du pouvoir. À l'autorité, à l'exécutif, de se débrouiller, de voir, d'analyser pour voir comment il peut nous inscrire dans une logique qui ne va pas nous conduire à la vacance du pouvoir. Justement, professeur, le Conseil constitutionnel ne doit pas capituler devant les mots. Les meilleurs délais, il a utilisé des mots comme meilleurs délais. Et je pense que ça, c'est un ultimatum. Et l'idée aussi de dire que le président de la République doit respecter la date du 2 avril. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important et que le président de la République doit en tenir compte. Moi, la question que je vais vous poser, et désolé si je vous ai coupé la parole parce que c'est très intéressant et je ne veux pas du tout vous couper. Non, allez-y. D'accord. Et du coup, existe-t-il vraiment des précédents historiques de report d'élections au Sénégal? Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Bon, en 63, il y avait eu 62, 63, Mamadou Dia Senghor, on en a parlé, je pense que vous l'avez abordé en cours. C'est pour ça que je n'ai pas la peine de creuser. C'était un moment exceptionnel, on ne pouvait même pas parler véritablement de report. On a parlé de tentative de coup d'État, ça conduit Mamadou Dia, comme vous le savez, en prison. À part cette exception-là, il y a eu des changements de calendrier par rapport aux législatifs, par rapport au local. Mais pour l'élection présidentielle, jamais. En autant de temps. Les gens, voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'inédit au Sénégal. Et surtout pour les jeunes générations. Les gens qui se disaient, mais il y avait une attente par rapport à ces élections parce que les gens nourrissaient l'espoir, non pas forcément d'être dans un vote sanction ou dans un vote d'adhésion, mais peut-être dans un vote de libération. Quand on entend aujourd'hui beaucoup de ces jeunes qui sont sortis de prison, qu'on accusait de forces occultes, terroristes, néfastes, etc., quand on les entend aujourd'hui, leur déception, quand ils étaient en prison, pendant 3 jours, ils n'ont été pas nourris et tout, ils ont voulu faire la révolution en prison. Ce qu'ils disaient, c'est qu'ils aspiraient à voir s'exprimer ce qu'ils ont appelé peut-être un vote de libération. En sciences politiques, on connaît les votes d'adhésion. On adhère à un parti, à un projet de parti, à un projet de gouvernement. Il y a le vote sanction qui conduit à dire que peu importe ce qui sera au pouvoir, l'essentiel c'est de les sanctionner. Entre le vote d'adhésion et le vote sanction, on a vu au Sénégal aujourd'hui le vote de libération. Beaucoup ont pensé que si l'élection se déroulait en février ou même peut-être en mars, ce serait l'occasion de sanctionner pour permettre à un certain nombre de prisonniers, de détenus politiques d'être libérés. C'est pour cela que j'appelle cela non pas vote sanction ou vote adhésion, mais vote de libération. Je reviens sur le 2 avril. Aujourd'hui, à y voir de plus près, rien n'empêche la tenue de l'élection présidentielle bien avant le 2 avril. Qu'est-ce qui l'empêche? Tout semble reposer sur ce que moi je dénonce comme la présidence impériale. La présidence impériale, pour ne pas dire l'hyperprésidentialisme, qui consiste à vouloir, en tout cas, jouer sur les dates, à retarder les échéances, quitte à conduire la République dans une situation de vacance du pouvoir, qui ne constituera pas en soi une impasse, puisqu'il y a des solutions qui sont prévues.
Une élection peut être reportée. Il suffit qu'un des candidats meure demain et qu'on change la donne, que la donne change. Mais tout ça est prévu. Mais c'est le report et le fait de vouloir bénéficier ou le fait de vouloir faire bénéficier de 10 mois supplémentaires au président de la République qui ne repose sur aucune base légale, et c'est ce que le Conseil constitutionnel a rappelé. Et je tiens à rappeler quelque chose qui lie le président de la République. Au moment où nous attendons qu'une date soit choisie, je pense qu'à ce moment-là, il faut qu'un certain nombre de personnes lui rappellent un certain nombre d'engagements ou de choses qu'il a pu dire. Prêter serment, ce n'est pas rien. Prêter serment devant le Conseil constitutionnel qui vous place au pouvoir, puisque c'est ça qui vous installe dans vos fonctions de président de la République, ce n'est pas rien. Et c'est au moment de l'installation par le Conseil constitutionnel dans ses fonctions de président de la République que le président de la République a dit cette phrase fondamentale qu'on devrait lui rappeler. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prestation de serment? Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité territoriale, l'indépendance nationale, de ne ménager en fait aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Fin de citation. C'est ça ce que le président de la République dit au moment d'être installé par le Conseil constitutionnel. Il faut lui rappeler ça. La nécessité de défendre les institutions, la nécessité de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution que le Conseil constitutionnel lui a rappelées. Vous ne pouvez pas déroger à ces règles. Vous devez organiser les élections avant le 2 avril. On ne peut pas être plus clair. Maintenant, effectivement, il est de bonne guerre de voir dans une tentative de marketing politique et de communication politique que ses partisans jouent sur les termes meilleurs. Quelqu'un qui vous dit dans les meilleurs délais, en vous rappelant que, quel que soit le cas de figure, sachez que le 2 avril, vous êtes parti. Si on est intelligent, qu'est-ce qu'on fait? On ne ruse pas, on ne cherche pas à dire sans délai, bref délai, meilleur délai. Les mots sont clairs. L'enjeu, c'est quoi? De ne pas arriver à cette forme d'impasse qui n'en est pas forcément une, la vacance du pouvoir. Mais monsieur, d'accord. Mais qui sont les autorités compétentes pour organiser l'élection présidentielle? Vous savez, il y a une administration électorale qui en amont, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Toute une administration. Et là, le Sénégal a une tradition de vote qui ne date pas de 1960. Depuis 1865, on vote au Sénégal. Si le gouvernement est de bonne foi, parce que quelquefois il y a un problème de bonne foi, quand on leur exige par exemple une liste unique, ils n'en veulent pas. Mais si le gouvernement est de bonne foi, qu'est-ce qui empêche l'administration? Qu'est-ce qui empêche le ministère de l'Intérieur, avec ses différents démembrements? C'est au ministère de l'Intérieur, dans ces directions-là chargées de l'élection. C'est ces gens-là qui ont le matériel électoral. On parle de matériel électoral. C'est quoi matériel électoral? Dans les bureaux de vote. Les bureaux de vote sont identifiés. Ceux qui doivent siéger dans les bureaux de vote sont identifiés. Il faut peut-être de la colle ou pas. Il faut, voilà, il faut des enveloppes. Il faut les bulletins de vote. Mais tout ça, je suis presque sûr que le gouvernement, normalement, il doit être prêt sur son sérieux. Ce que Abdou Diouf, Senghor, Wade ont réussi à faire, ce n'est pas aujourd'hui avec les nouvelles technologies et les moyens qu'on est dans l'incapacité d'organiser matériellement l'élection. Tout est réuni. Et je vous rappelle, c'est à 10 heures du démarrage de la campagne électorale que le président de la République a décidé de reporter. Pour convenance personnelle, on pourrait dire, si on est objectif. Aujourd'hui, les autorités compétentes dans le cadre de l'État, c'est une administration. L'État, c'est une organisation. Par rapport à l'élection, tout est particulièrement bien organisé. Il faut un fichier, mais un fichier crédible, qu'on ne cherche pas à ruser, à cacher le fichier. Il faut des bulletins de vote. Il faut des bureaux de vote. Il faut des urnes. Le Sénégal a l'habitude d'organiser cela. Et cela ne constitue pas un problème en soi. Il suffit de le vouloir. Mais comme je vous l'ai dit, dans la boîte à outils de l'apprenti dictateur ou des dictateurs africains de manière générale, on a toujours des stratagèmes, des ruses, des ficelles, des techniques pour ne pas respecter les règles du jeu. Sauf qu'à force de jouer, je vous ai dit,
Ce n'est pas nouveau. Le président Macky Sall a utilisé plusieurs techniques pour conserver son pouvoir. Il a utilisé le droit, il a utilisé les parrainages, il a utilisé les technologies de l'information et de la communication, l'intimidation, les emprisonnements, etc., etc. Aujourd'hui, c'était la dernière carte, c'était la limite à ne pas franchir. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde a salué cette décision courageuse du Conseil constitutionnel qu'on voulait qu'il se déclare incompétent. Sauf que le Conseil constitutionnel a surpris tout le monde. C'est pour cela que les gens parlent de décision historique, qui n'a pas joué le jeu du pouvoir, qui n'a pas cherché à se déclarer incompétent et qui a dit le droit dans toute sa beauté, dans toute sa valeur, quand le droit est bien dit. La saveur du droit quand le droit est bien dit, en lui rappelant un certain nombre de dispositifs. Votre mandat s'arrête le 2 avril. Il n'y a pas de circonstances exceptionnelles. Il n'y a qu'une seule circonstance exceptionnelle et je ne voudrais pas donner, c'est que le Sénégal déclare la guerre à un de ses voisins. Et comme on n'est pas en guerre, on n'est pas en guerre avec nos voisins, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de chaos. L'alibi consistant à vouloir dire, écoutez, il y a une crise entre le Conseil constitutionnel et la corruption, ne tient pas. Le président de la République, le 3 avril, prend la décision d'abroger un décret. Deuxième acte, acte 2, 104 députés de l'Assemblée nationale décident d'adopter la proposition de loi reportant l'élection et donnant un supplément de mandat à un président de la République. Mais on n'a jamais vu ça. C'est incroyable. La Constitution vous dit que le mandat est intangible. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 5 ans. On vote une loi, on fait voter une loi, on fait adopter une loi à l'Assemblée nationale pour vous donner 10 mois. Mais qu'est-ce qui empêcherait, si ça passe, cela passe, demain, qu'est-ce qui empêche un président de venir et de faire voter une loi lui donnant 15 ans de mandat pour dire, écoutez, on est en train d'exploiter le pétrole, etc. On a besoin de stabilité et que l'économie marche bien. On va rester 15 ans sans faire d'élections parce que les élections nous fatiguent. On vote la loi, interdit de faire des élections pendant 15 ans, 20 ans, le président reste au pouvoir à vie. C'est pour cela que le Conseil constitutionnel a sauvé le Sénégal. Et j'espère que le président de la République va respecter cela. Parce que, oui. Justement, professeur, c'est intéressant. C'est intéressant. Le Conseil constitutionnel, dans une logique descriptive, on peut dire, régule la société. Oui. Et maintenant, est-ce que le Conseil constitutionnel ne doit constituer seulement que de juristes, puisqu'il est chargé de réguler la société? Est-ce que les sociologues ne doivent pas adhérer au Conseil constitutionnel, les politistes, etc., etc.? C'est la question que je pose. Oui, mais vous avez parfaitement raison et avez mis du doigt, pointé du doigt une question fondamentale. La constitution des membres du Conseil constitutionnel. Je l'ai dit à l'entame de vos propos. Tout ce qui est dans la Constitution n'est pas du droit constitutionnel. Tout à fait. Pourquoi laisser parce que ce qu'on dit d'habitude, qu'est-ce qu'on dit? On dit la Constitution, c'est le brevet des compétences. C'est la compétence des compétences. C'est la loi fondamentale. C'est la charte fondamentale. Ça appartient à tout le monde, c'est ce qui régit notre société. On devrait pouvoir... Il y a plusieurs problèmes avec la Constitution. Déjà, il faudrait voir la Constitution du Sénégal. Cette Constitution n'est en rien conforme à nos aspirations, à nos coutumes, à nos croyances. En rien. On a pris une constitution française 1958 qu'on a adaptée. On a changé France par Sénégal. On l'a adaptée à nos réalités africaines. En quoi cette constitution, c'est pour ça que ça nous pose problème. On aurait dû penser un texte, l'adapter à nos réalités, à nos coutumes et essayer de voir comment on organise la société. Avant d'en venir aux membres, le texte en tant que tel n'est pas bon pour moi et ne devrait pas être notre constitution. Deuxième chose, les membres, vous avez 10 000 fois raison. Pourquoi choisir exclusivement des juristes comme si c'était qu'une forme d'interprétation du droit? Ce qui est dans la Constitution, ce n'est pas seulement du droit constitutionnel. Et je vous rappelle, il est arrivé un moment, et même actuellement, je me demande, est-ce qu'il y a un publiciste, c'est-à-dire un spécialiste du droit constitutionnel au Conseil constitutionnel? À un moment, on avait des privatistes. On avait tout sauf des publicistes, voire des constitutionnalistes. Ce qui est grave, qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir un Conseil constitutionnel qui serait alors constitué à partir de la sociologie
caractéristique de nos réalités africaines et sénégalaises. On a des croyances, on a des coutumes, on a tout un certain nombre d'entités qui existent dans nos sociétés. Pourquoi ne pas penser une assemblée constitutive comme ça qui pourrait refléter l'état de pour donner une représentativité beaucoup plus pertinente du Conseil constitutionnel. On se laissait en Afrique. La plupart du temps, si le problème, ce n'est pas même d'avoir de bons textes, parce que si vous avez des magistrats ou si vous avez des juges constitutionnels qui ne sont pas sérieux, ils vous arrangeront toujours la situation pour que vous ne perdez jamais la tête. Combien de fois en Afrique on a vu, prenez le cas de la Côte d'Ivoire, le même conseil constitutionnel qui dit à Alassane Ouattara, tu ne dois pas être président ivoire, etc., qui ne le reconnaît pas, etc. C'est le même conseil constitutionnel, quelques jours après, une fois qu'on a débarqué Laurent Gbagbo, qui va reconnaître maintenant la victoire de Ouattara. Donc, ce qui me permet de dire quoi? J'ai entendu un collègue ce matin le dire à la radio. Le problème, ce n'est pas d'avoir d'ailleurs de mauvaises lois. Admettons qu'on ait de mauvaises lois, parce qu'il y a de mauvaises lois. Dans une société, on peut avoir de mauvaises lois. Mais le plus important, ce n'est pas d'avoir de mauvaises lois. Le plus important, c'est d'avoir de bons, vertueux, sages. Des sages qui sont sages. Des sages qui savent s'élever à la dimension de leur sagesse. Des sages qui savent s'hisser à un niveau de lucidité et de courage à partir d'un sens élevé de leur responsabilité historique. C'est là où les changements peuvent être opérés fondamentalement. Sinon, vous pouvez faire toutes des belles lois. Au Sénégal, tout est écrit juridiquement. Tout est prévu. Mais chaque fois, on a un problème d'interprétation parce qu'effectivement, on applique la loi suivant cette présidence impériale, cet hyper-présidentialisme, cette hypertrophie du pouvoir du président de la République. On fait comme on veut. Déjà, comment la Constitution du Sénégal, premier problème, et l'un des problèmes fondamentaux, c'est quoi? On reconnaît au président de la République quelque chose qui ne devrait pas exister et qui est à la source, je pense, de tous nos problèmes. Quel est ce problème? On lui dit que tu as une signature, je le dis vulgairement, tu as une signature, donc un décret, qui te permet de nommer à tous les emplois, services, tout ce que tu veux. Quelqu'un te prête, un colonel, il fait le sale boulot, tu le nommes général. Quelqu'un d'autre, il est là, il n'a pas le niveau nécessaire alors qu'il y a des écoles de formation, des universités. Tu prends des gens de ton parti, des cousins, tu les nommes à des directions nationales. C'est l'hyper-présidentialisme. Voilà notre problème. Un président de la République qui nomme à tous les emplois, des services, etc. Et voilà, tu nommes un incompétent qui ne peut pas développer un service. Voilà. Et il y a le spectre. Et puis les magistrats. Un magistrat te pose problème, tu l'envoies au fin fond du Sénégal. Ses enfants sont inscrits à Dakar. Il a une vie stable à Dakar. Tu l'envoies quelque part pour le sanctionner. Comme si ces autres parties du Sénégal ne faisaient pas partie du pays. Tout ça, ce sont des problèmes qu'il faudrait voir. Moi, je rêve peut-être que demain, j'espère qu'il y aura peut-être alternance et qu'il y aura un nouveau... Mais le chantier par excellence qui devrait nous consister, nous, Sénégalais, citoyens, intellectuels, politiques, etc. Le premier chantier, c'est le chantier de la justice. La justice est au fondement. Ce qui se passe aujourd'hui par rapport à notre République concernant la justice est très problématique. Vous avez tous vu ces jeunes-là qu'on a accusés de tous les noms, de tous les crimes, du jour au lendemain sortir. Moi, je salue. Il fallait qu'ils sortent. On n'aurait jamais dû les arrêter. On les a arrêtés pourquoi? Pour faire plaisir à un homme. Tout à fait, tout à fait. Professeur, justement, dans cette logique-là, aujourd'hui, tout le monde, la plupart des Sénégalais parlent de dialogue. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la libération de ces jeunes-là qui ont été traités de tous les noms, est-ce que cela est dû au fait qu'il y a un dialogue que les Sénégalais n'ont pas vu ou bien n'entendent pas? Est-ce qu'il y a des choses par procuration peut-être? Quelle est votre analyse par rapport à cela? Je pense qu'il y avait des gens qui cherchaient société civile, aller à l'ultime, etc. Ils ont cherché à nourrir un dialogue et à nous mener à un dialogue. Et si le dialogue avait marché, je pense qu'on en serait déjà là au report effectif du calendrier électoral. Sauf que ça n'a pas marché. Nous sommes dans un pays, moi c'est ce que j'appelle, souvent en m'amusant sur mes amis qui sont sur Facebook. L'autre jour, j'écrivais dialogue rime avec drogue. Avec la société civile, avec Aluntine, vous étiez dans cette logique-là? Oui, oui. Non, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, au Sénégal,
c'est vrai, il y a une tradition de la palabre, même s'il n'est pas vrai que nous sommes des sociétés de l'oralité. L'Afrique est le berceau de l'écriture. Toutes les études des historiens, vous allez à Cheikh Anta Diop, au Cameroun, partout, qui ont montré que l'écriture vient de l'Afrique. Mais on nous a vendu l'imaginaire et l'illusion consistant à dire non, non, vous êtes des sociétés de l'oralité, vous n'avez jamais connu l'écriture, ce qui est faux. Et sur la base de cet imaginaire de l'oralité, on pense qu'on a le monopole alors, de cette passion du dialogue, de la discussion, de la parole, de la délibération, qui résout tout comme par enchantement. Et je me pose une question. Si le dialogue doit régler tout, pourquoi écrire une constitution? Pourquoi écrire une constitution si le dialogue est censé régler tout? On n'a pas besoin alors de constitution, dialoguons. Dialoguons. Et mettons en place du Conseil constitutionnel un Conseil du dialogue national qui est censé régler les problèmes. Il faut être sérieux dans une république. On est un État, on a une constitution qui fixe les règles. Mais pour le cas du Sénégal, j'ai l'impression que le dialogue est un moyen. La fin justifie les moyens, disait Machiavel. J'ai l'impression que le dialogue n'est qu'un moyen pour atteindre ses objectifs, ses fins. Quand ça va mal, on dialogue. Et on dialogue de quoi? Jamais de l'essentiel. On crée un ministère du dialogue, on crée des entités, on crée un nouveau conseil du dialogue, on crée des institutions qui n'ont aucun sens de s'occuper du dialogue, qui n'ont jamais fonctionné, qui ne sont d'aucune utilité. Et quand il y a un problème, on ne tire jamais les enseignements des dialogues précédents qu'on a eus. Et une fois qu'on est au bout du rouleau, on demande aux gens de dialoguer. Dialoguer, ça veut dire sous cet angle quoi? Disons, le dialogue, c'est du deal. Chacun dit, moi j'ai entendu un candidat, je n'ai rien contre lui, Khalifa Sall, qui dit, écoutez, moi, que je passe seulement. Dans le dialogue, ce qui l'intéresse, c'est qu'il passe. Chacun vient au dialogue avec une préoccupation particulière. Où est le Sénégal? Où est l'élection? Le calendrier électoral? Les détenus politiques? Les contrats, etc. Il y a tellement de questions fondamentales qu'il faut régler et on ne parle pas de ça. Qui crée ce précédent nécessitant un dialogue? C'est celui qui nous a mené à ce problème-là qui dit maintenant dialogue. Jamais un problème alors que rien ne nous diriger vers ce problème. Il attend 10 heures avant le démarrage de la campagne électorale pour créer un précédent. Et une fois qu'il a créé un précédent, il dit maintenant je vous appelle au dialogue. Et il va plus loin. Si vous ne voulez pas dialoguer, il y a d'autres acteurs qui sont là, qui ne sont pas plus cool que moi, qui sont perturbateurs, pour ne pas dire des militaires. Vous avez intérêt à dialoguer avec moi. Parce que si vous ne dialoguez pas, les militaires vont prendre le pouvoir. Tout le monde a compris ce qu'il était en train d'insinuer. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Vous n'êtes pas nés de la dernière pluie. Comment un président peut s'exprimer ainsi? Un président ne devrait jamais s'exprimer ainsi. Menacer le pays, menacer l'opposition, menacer la classe politique, la République en disant si vous refusez le dialogue, comme si le dialogue était inscrit dans la Constitution et qu'il fallait objectivement, nécessairement dialoguer. Les gens peuvent dire, écoutez, le dialogue est important, mais je refuse le dialogue. En plus, on est dans une démocratie. La démocratie, ce n'est pas le consensus. La démocratie, c'est voilà, c'est j'accepte ou j'accepte pas. Vous avez tellement raison. Même l'appel au dialogue n'est pas démocratique. Vous avez tellement raison. Tu sais, c'est intéressant de le dire. Ça me permet de dire quoi? La démocratie, c'est l'institutionnalisation du conflit. On institutionnalise le conflit en disant, vous avez le droit d'être en conflit. Vous avez le droit d'être en désaccord. La démocratie, c'est la logique des contraires. Les contraires ne sont pas conflictuels et réfractaires. Les contraires sont complémentaires en démocratie. On n'a pas nécessairement besoin d'être d'accord. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Pourquoi faire assembler avec des majorités et des minorités? Et c'est ça qui fait progresser la société. Ce qui fait progresser la société, ce n'est pas le consensus, mais peut-être le dissensus. Ce n'est pas forcément le fait de converger et de concilier et de réconcilier toutes les positions, mais peut-être c'est le fait de dissocier toutes les positions. Je ne suis pas d'accord. Je suis pour tel projet de société. Vous me dites, je suis socialiste pour tel projet de société. Moi, je vous dis, je suis libéral. Je suis pour tel projet de société. On n'est pas d'accord. On discute. On a des assemblées parlementaires
C'est le cadre par excellence de discussion, c'est le Parlement, celui qui invite au dialogue. On a voté des lois au Parlement sans dialogue, sans débat. La loi sur le parrainage, quand ça a passé, il n'y avait pas eu de débat. Quand on installait cette législature-là, 13e ou 14e, je ne sais plus quelle législature on est, 13e ou 14e, c'est la gendarmerie qui vient installer le président de l'Assemblée nationale. Wow. Où est le dialogue? Il y a quelques jours, vous n'avez pas vu les gendarmes débarquer dans l'Assemblée nationale? Non. Mais c'est grave. Ça c'est des faits. Où est le dialogue? Après, les gens veulent dialoguer pour trouver un moyen de cautionner ou de faire passer des lois totalement scélérates, impopulaires. Comme cette loi qui est passée, l'adoption de la proposition de loi avec les 104 députés, que le Conseil constitutionnel a freiné. Le président abroge son décret, acte 1, acte 2, l'Assemblée nationale adopte cette loi. Acte 3, le Conseil constitutionnel leur montre que vous êtes quelque part dans la manipulation et dans l'illégalité la plus totale. Je bloque tout ça. Et aujourd'hui, les gens appellent au dialogue. À quelle fin? Quelle est l'utilité de ce dialogue? Ça va donner quoi? Ça va absolument rien donner. Ce que le président tout au plus pourrait faire, c'est quoi? Appeler les 19 candidats, puisque la 20e double nationalité est exclue, et d'autres devraient d'ailleurs être exclus. Parce que ce n'est pas seulement la seule double nationalité. Il y a un candidat qui ne parle pas français, qui n'écrit pas français. Ça fait partie des critères. Je peux même le citer. Je n'ai rien contre lui. Bara Dolly ne parle pas français. Il se débrouille un peu. Je n'ai rien contre lui. Hein. Ce n'est pas un critère. On devrait voir la Constitution. Pourquoi il faut parler français? Il faut voir la Constitution. Pourquoi il faut parler français pour être candidat? Le meilleur des Sénégalais peut-être ne parle pas français et n'écrit pas français. Donc, savoir dire et écrire en français, comme quelqu'un l'a dit, est-ce que ça devrait être le critère par excellence pour être candidat au meilleur président? Mais si on applique, beaucoup d'autres devraient être exclus. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas à ce niveau. À quoi sert le dialogue? Un président dont tout le monde sait que le 2 avril n'est plus président. Un président dont on sait que le Conseil constitutionnel lui a dit que tu prends acte de cela et on te demande d'organiser dans les plus brefs délais. Je vous ai dit, la conséquence, c'est d'avoir une élection présidentielle qui pourrait durer, une campagne électorale qui pourrait durer 1 semaine, voire 2 semaines. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas fixé la date. On perd du temps. Si on était au football, certains pourraient dire qu'il joue la montre. Mais est-ce qu'il est pertinent? Jouer la montre ne nous arrange pas. On a vu quand on a joué la montre contre la Côte d'Ivoire. 4e minute, on marque un but pour sortir un peu du débat. Est-ce qu'il peut se permettre de jouer la montre? Pas du tout. Oh, et ce qui est désolant dans la politique sénégalaise, c'est le fait que le président, il a tendance à s'inscrire dans une logique de diversion. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut vraiment faire, c'est de divertir notre président. Là, on va retourner dans une logique pédagogique. Mais il y avait quelqu'un qui voulait poser une question ou tu le laisses après? Après ma question, je disais qu'on va être dans une logique pédagogique parce que dans votre livre, vous avez traité une partie sur la démocratie et vous parlez de la démocratie procédurale et de la démocratie substantielle. Est-ce qu'au Sénégal, aujourd'hui, on est dans une démocratie procédurale où le vote n'est que l'épine dorsale de ce qu'on appelle démocratie, ou bien on est dans une démocratie substantielle où les libertés individuelles sont respectées, où il y a un ensemble de valeurs, parce que la démocratie, au-delà des institutions, c'est un ensemble de valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à mi-chemin entre la démocratie procédurale ou on est dans une démocratie substantielle? Je répondrai en convoquant quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Pierre Rosanvallon. Tout à fait. Qui nous parle des métamorphoses de la légitimité démocratique. Parce que quand on parle de tout ça, on convoque un concept fondamental en sciences politiques, la légitimation, la légitimité. D'autres auteurs, comme Loïc Blondiot, parlent de nouvel esprit démocratique. Certains même parlent de nouvel âge de la démocratie.
pour dire que pendant longtemps, nous avons eu une conception de la démocratie qui, je rappelle, n'est pas le meilleur des régimes. Certains ont tendance à croire que la démocratie, c'est le meilleur des régimes. Non, c'est le moins pire de tous les régimes politiques. Parce qu'on a la tyrannie, on a toute sorte, voilà, la dictature. La démocratie, c'est le moins pire. Et Rosan Vallon, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a un recul de la légitimation par les urnes. Recul de la légitimation par les urnes. En d'autres termes, les urnes ne font pas forcément la démocratie. La démocratie ne s'arrête pas aux urnes. Tout à fait. On l'a vu avec nos présidents en Afrique. Certains ont gagné démocratiquement. Hitler a gagné démocratiquement. Combien de présidents en Afrique ont gagné démocratiquement? Une fois au pouvoir, ils font n'importe quoi. La démocratie ne s'arrête pas aux urnes. Et il nous dit, Rosan Vallon, à l'âge classique du système représentatif, celle-ci valait mandat indiscutable. Quand on était dans le système représentatif qui a prévalu à l'âge classique, avoir un mandat indiscutable, pouvez nous dire que nous sommes dans la démocratie. Parce que vous avez cette substance, pourquoi on parle de démocratie substantielle, quelque chose que vous possédez, qui vous donne un pouvoir. Substance, comme si je dis, j'ai ce stylo, j'ai ce portable, j'ai cet ordinateur, comme une substance, quelque chose que vous possédez, qui vous donne, dans votre interaction avec les citoyens, un pouvoir d'agir. Mais quelqu'un peut disposer de cette substance sans respecter les procédures attendues dans un système démocratique. Un président a la totale légitimité et la légalité avec lui, mais est-ce à dire que dans les procédures attendues, dans le fonctionnement de l'exécutif, est-ce qu'il s'arrive, est-ce qu'il respecte, est-ce qu'il se conforme à l'esprit républicain, aux principes démocratiques qui appellent à la garantie des libertés publiques, à l'état de droit? Est-ce qu'il est respectueux de cela? Mandat indiscutable pour libérer, pour gouverner librement. C'était ça avant, la légitimité. La démocratie même, on pourrait dire. Certains hommes politiques, ils vont dire que oui, on m'a voté, on m'a donné la légitimité, qu'en d'autres termes, j'ai fait ce que je veux. Sauf qu'aujourd'hui, la démocratie n'est plus ce qu'elle était. Aujourd'hui, l'élection n'a plus cette fonction de mandat indiscutable. Il y a toujours le troisième tour social par lequel le peuple peut vous rappeler que détient la souveraineté et la volonté et que vous n'êtes que représentant au service de ses intérêts et que le peuple peut vous dire arrêtez. C'est pour ça que quand on tape le peuple et on interdit au peuple de manifester, ça pose problème. Parce que la légitimité, la souveraineté, la volonté, tout cela appartient au peuple qui l'exprime par le biais de ses représentants qu'il a choisis, à qui il a confié le pouvoir. Mais une fois au pouvoir, on détient cette substance que constitue la légitimité et on l'utilise contre son peuple qui vous a donné mandat, qui vous a demandé d'être à son service, de le représenter. On tape sur ce même peuple, ce qui pose problème. D'où la nécessité de repenser nos systèmes et nos régimes démocratiques. Nos régimes, comme le dit Rosan Vallon, se disent démocratiques, mais rien dans les pratiques ne relève de la démocratie. Il y a ce que Pierre Bourdieu appelle l'inanité de tous les processus et les illusions progressistes du suffrage universel. Une forme de domination symbolique qui fait qu'un certain nombre de personnes, une classe politique, un certain nombre de leaders qu'on peut appeler élite, que d'autres appellent vulgairement système ou establishment, s'occupent des positions de pouvoir pour des privilèges. C'est Lévi-Strauss qui disait les hommes politiques font de la politique pour 3 raisons. Les privilèges, l'argent et les femmes. La gloire, l'argent, les femmes. Lévi-Strauss. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir pourquoi font-ils la politique? Pour atteindre les visées et finalités essentielles du politique. Quelles sont les finalités essentielles du politique que j'ai mentionnées dans mon ouvrage? L'ordre, mais un ordre juste. La liberté pour les citoyens, liberté d'expression, d'association, de manifestation, d'opinion, l'égalité entre les citoyens. Est-ce qu'on a une égalité de fait quand on voit le traitement entre les gens de l'opposition et certains qui appellent au meurtre, qui sont proches du pouvoir et qui ne risquent rien? Le bien à travers des politiques publiques qui permettent de satisfaire un certain nombre de demandes sociales pour ne pas arriver à la frustration et à la révolution. Donc, vous voyez, c'est ça, retourner à un âge
Et ça me permet de parler, de donner la définition que Pierre Mendès France donnait de la démocratie. Dans cette idée qu'il faut un esprit démocratique qui doit s'imposer dans les régimes et systèmes politiques. Pierre Mendès France disait quoi? Il disait que la démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. La démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire. C'est un code moral. Je répète, la démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. Une majorité qui arrive et qui dit que je suis majoritaire, c'est la démocratie, je fais ce que je veux. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas seulement la pratique des élections. C'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire. Respect de l'adversaire. C'est un code moral. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de passer de l'impératif du régime démocratique à l'exigence d'un gouvernement démocratique. Il y a une nuance. Un régime démocratique ne donne pas forcément lieu à un gouvernement démocratique. Nos régimes se disent démocratiques, c'est écrit partout dans nos constitutions, tout, mais est-ce que nous avons un gouvernement démocratique? Non. La démocratie a toujours été appréhendée comme régime et n'a été guère considérée comme un mode de gouvernement. La démocratie ne devrait pas être réduite à un régime, à un type de régime. La démocratie, plus ça, la démocratie devrait être davantage considérée comme un mode de gouvernement. Donc, vous voyez. Justement. Et je pense qu'on ne va pas en finir parce que c'est très intéressant et c'est très passionnant d'écouter nos professeurs, et c'est ce qui fait que aujourd'hui, l'idée de la circulation de la connaissance doit être vraiment, vraiment très, très, très importante. Moi, je suis modérateur, mais avec les professeurs, je préfère me taire et écouter. c'est ça, parce que je m'inscris beaucoup plus dans une logique pédagogique. Bon, de toute façon, c'est important de débattre. Il y a des questions. Excusez-moi de vous couper. Là, vous posez des questions fondamentales. Parce que, est-ce qu'à partir du moment où l'on est un intellectuel, se pose toujours la tension permanente entre la dialectique de l'implication et celle de la distanciation. Faut-il s'impliquer ou prendre ses distances? Tout à fait. On convoque souvent Max Weber en disant que Max Weber, il a théorisé la neutralité axiologique. Et les gens se trompent sur la neutralité axiologique. Et je le dis souvent, je dis la neutralité axiologique, ce n'est pas ce que l'on croit. La neutralité axiologique, ce n'est pas le désengagement du savant. Qui peut aujourd'hui dire que Cheikh Anta Diop n'était pas un savant? Et pourtant, il avait un parti politique, était candidat et faisait de la politique. Tout à fait. Max Weber lui-même, on le surnomme comment? Pour ceux qui ont lu Max Weber et les écrits sur Max Weber était surnommé un savant très politique. L'essentiel des écrits de Max Weber sont des écrits politiques, engagés. La neutralité axiologique, ce n'est pas ça. C'est la non-imposition des valeurs, mais pas le non-engagement du savant. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle des intellectuels organiques, les gens qui, au-delà de leur connaissance, ils ont un engagement, ils sont des militants, etc., etc. Et je voudrais même poser cette question. Vous, aujourd'hui, qui êtes le directeur de campagne d'un candidat, Boubacar Camara. Mais je ne suis pas son directeur de campagne. Je ne sais pas où est-ce que vous avez eu cette information, mais bon. Bah, je pense que je l'ai lu. Bon, je l'ai lu sur Non. Je ne suis pas son directeur de campagne. C'est vrai. Bah, mais c'est pas grave. Je voulais juste dire, est-ce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un débat qui doit être posé, un débat qui est intéressant. Est-ce que les universitaires doivent s'engager dans la politique, l'idée de s'engager dans la politique, au-delà des cours qu'ils donnent dans les amphithéâtres?
engager en politique. Vous me posez une question en devinant ma réponse, j'imagine. Je fais partie de ceux qui pensent que on ne peut pas avoir des juristes, des politistes, des sociologues, des historiens, des philosophes qui prétendent détenir le savoir, qui forment tout le monde, qui appartiennent à une époque, qui vivent dans un contexte, qui sont citoyens avant d'être professeurs, chercheurs, avec tous les titres. C'est des citoyens. Ils sont censés être concernés par la chose publique et se dire, au nom de ce ne sais quelle axiologie, je ne prends pas part et laisser les choses se faire. Nous avons une mission qui ne s'arrête pas à l'université. Moi, c'est ma conviction. J'ai toujours pris parti. J'ai pris parti à des débats, j'ai pris parti à tout. Je ne cache pas mon engagement. Quand j'enseigne ce que c'est que la science politique et que je vois un gouvernement ne respecte pas la démocratie, mon rôle, mon devoir, c'est de dire que ça ne marche pas comme ça. Le savant, c'est Max Weber qui le disait, il y a des libertés fondamentales du savant. Ce n'est même pas lui qui le dit de manière générale. Liberté de critiquer, liberté de désenchanter le réel, liberté de désenchanter du réel, de choisir ses sujets, ses thématiques qui l'intéressent. Comment peut-on accepter l'idée que des universitaires soient là au Sénégal, qu'on viole la Constitution, qu'on ne respecte pas la démocratie et qu'ils se disent non, non, nous, sur notre tour d'ivoire, la société d'en bas ne nous intéresse pas. On est au-dessus de tout le monde et donc on ne va pas se prononcer sur ce qui se passe au Sénégal. Moi, ce n'est pas ma conception de la citoyenneté, ce n'est pas ma conception de ce que doit être l'intellectuel. Et c'est là où je dois, moi, dire chapeau bas aux collègues universitaires que j'ai vu s'engager. J'avais lancé un appel, j'ai vu les Felwine Sarr, les Aziz Diouf, les Sidi Alpha Ndiaye, mais tous, les Assou Ndiaye. Quand j'ai vu tous ces collègues s'engager, oser s'engager, faire preuve de courage, dire ce qu'il fallait dire, et surtout, cerise sur le gâteau, le texte des professeurs Alioune Sall, Kader Boye, Serigne Diop, Alioune Sall, Alioune Badara Fall de Pop, ces 5 professeurs, quand ils ont sorti ce texte-là pour interpeller d'une certaine manière le Conseil constitutionnel, je pense que ça a été le tournant décisif. Ce texte, je vous conseille de le garder, c'est un texte mais lumineux, d'une importance fondamentale, et je dis respect à qui? À ces professeurs, mais aussi à tous ces professeurs qui ne sont pas au devant de la scène, mais qui se sont indignés et qui ont, quand une société, on ne peut pas, quand la maison brûle, quand quelqu'un a une maison et la maison brûle, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un seau d'eau pour éteindre la maison, n'est-ce pas? Tout à fait. L'homme intelligent fait ça, mais l'homme stupide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais appeler l'architecte. Je vais appeler l'architecte qui a dessiné la maison qui est en feu. Non. Quand la maison est en feu, on prend un seau d'eau, on essaie de l'éteindre. Nous sommes aujourd'hui, nous, des sentinelles en tant qu'intellectuels et nous devons jouer notre rôle. Nous impliquer. Écrire des manifestes, c'est bien. S'indigner, faire des articles, c'est bien. Écrire des livres, quelquefois que personne ne dit, c'est bien. Mais il faut aller au-delà de ce réflexe. Il faut s'engager. La vérité, c'est notre dessein. Nous enseignons ce qui doit être la vérité scientifique. Mais à côté de la vérité scientifique, il y a la valeur des sciences et la science des valeurs. La valeur des sciences. Justement. C'est dans les crises que les opportunités s'invitent quotidiennement à nous. Hein. Aujourd'hui, les universitaires, depuis fort longtemps, on n'a pas vu cet engagement-là aussi fort. Oui. Donc, on était rares. Hein? On était rares. Il y avait des gens comme moi. Et le problème, c'est quoi? Vous le savez, la question qu'on devrait se poser, pourquoi les universitaires ne s'impliquent pas? Parce que le problème, il y a des gens, il y a un risque. Et ce n'est même pas un risque. Parce que si tu veux être, par exemple, des gens qui ont des plans de carrière, ils ne vont pas chercher à avoir une animosité par rapport au gouvernement. Tu as intérêt à te taire. Tu peux être nommé à des postes de responsabilité au Conseil constitutionnel, à la Cour des comptes, à ceci et cela. On peut te nommer à des postes intéressants. Mais si tu t'engages vertement en disant, moi je m'engage, j'ai choisi le... Mais c'est ça le problème. Moi, à un moment, on était seuls, on n'était pas nombreux. Tout à fait. On avait organisé, on avait mis en place le devoir de résistance avec Felwine Sarr et d'autres collègues. Là, on est encore beaucoup plus nombreux à s'indigner. Et on ne va pas s'arrêter parce qu'il y a des gens qui commencent à applaudir en disant que ce qu'on a fait, c'est bien et tout ça. Moi, je dis qu'on n'a pas encore gagné la guerre. Tout à fait. On n'a pas encore gagné la guerre. Là, je pense qu'on va terminer dans 30 minutes.
Et du coup, Juma Sen, vous avez une question? Et Lamine Diallo, Moussa Baldé aussi. Là, Juma Sen, vous pouvez poser votre question. Est-ce qu'il a appuyé sur le micro? Juma Sen, avez-vous... Juma, est-ce que vous êtes là? Bah, Lamine Diallo, est-ce que... Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur le modérateur. Bonsoir également, cher professeur. Alors, je me nomme Lamine Diallo. Je suis donc étudiant, je suis licencié en sciences politiques au niveau de l'université numérique chez Amadou Kane. Mais également, je suis de l'autre côté en train de suivre une formation en droit. Donc, je suis en cheval avec ces deux matières. Donc, disons, je suis en master effectivement à l'ICAD en droit, option contentieux économique. Alors, professeur, j'ai suivi vraiment avec beaucoup d'attention le développement que vous avez fait, en tout cas par rapport à cette thématique du jour qui nous a réunis aujourd'hui. Alors, sans trop tarder, peut-être j'ai eu des observations ou bien des remarques que j'aimerais vraiment revenir avec vous pour essayer de les poser. Alors, aujourd'hui, on nous parle aujourd'hui de crise institutionnelle. Alors, par rapport à cette crise institutionnelle, moi, j'ai du mal à pouvoir, en tout cas, repérer ce phénomène qui sont en train de nous parler de crise institutionnelle. Puisque les institutions, en faisant une observation, on sait nettement que les institutions sont en train de fonctionner convenablement. Pourquoi je le dis? La preuve en est qu'aujourd'hui, avec ce problème-là, on a pu saisir, disons, l'Assemblée par rapport à cette question-là. Donc, voilà. Alors, si on poursuit comme ça, moi, je constate qu'il n'y a pas effectivement de crise d'institution. À ce niveau aussi, je me pose la question de savoir, est-ce que les députés, même s'ils en ont la compétence aujourd'hui, d'entendre un membre ou bien un charge du Conseil constitutionnel, si ce dernier-là refuse par exemple aujourd'hui de répondre à la convocation des députés, est-ce qu'il y aura des sanctions, des mesures contraignantes pour l'obliger à venir se présenter au niveau du bureau de l'Assemblée pour être entendu par des députés? Alors que, bon, de l'autre côté, on a déjà une plainte qui a été déjà émise par ces membres, c'est un de ces tasks, en tout cas, qui sont en tout cas impliqués dans ce cas de soupçons de corruption. Alors, ils ont intenté une autre action judiciaire. Alors, est-ce que l'action, donc, c'est effectivement l'action parlementaire doit être suspendue? Donc, il ne faut pas qu'ils viennent qu'ils nous disent qu'il y a des crises institutionnelles, puisque les sages sont libres à ne pas déférer à la convocation de ces députés. Alors, sur cet angle-là, je pense qu'il faudra que, si vous pourrez venir pour éclaircir sur cet angle-là. Maintenant, le problème est que, est-ce que cette crise d'institution peut effectivement nous pousser à suspendre le processus électoral? C'est des questions que je me pose. Sur la base de simples soupçons, on peut interrompre le processus électoral sur la base de soupçons. Ça, c'est la deuxième question. Maintenant, l'autre question, c'est aujourd'hui, par exemple, vous l'avez dit dans votre développement, en disant que c'est bien vrai que la décision du Conseil constitutionnel est claire. C'est vrai qu'on est en train de nous dire que oui, la Constitution nous dit que d'organiser des élections dans des brefs délais, mais des brefs délais, c'est du français, comme vous venez de le dire, c'est du français. En tout cas, tout le monde peut comprendre de quoi cela renvoie. Maintenant, le problème en est que, est-ce que le Conseil constitutionnel ne pouvait peut-être pas aller au-delà de dire que d'organiser les élections dans un meilleur délai, mais plutôt fixer une date qui nous permettra vraiment effectivement de rentrer dans ce débat-là parfois, disons, ce débat-là qui nous mène parfois à nulle part. Je pense que pour moi, le Conseil constitutionnel pouvait effectivement, dans sa décision, peut-être fixer une date qui va nous épargner par rapport à cette confusion-là qui est là, qui se circule. Donc, merci, je vous redonne la parole et voilà, je suis vraiment désolé d'avoir monopolisé la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas, professeur, vous allez répondre ou bien vous voulez... Oui, je vais répondre comme ça. D'accord. Du coup, juste pour préciser, là, puisqu'on termine dans 26 minutes, donc vous avez 2 minutes, juste 2 minutes pour poser vos questions. Et merci, professeur, d'aller vite. Voilà, merci beaucoup, Gélas.
Non, mais Monsieur Diallo, merci pour votre question. Je pense que vous avez posé une question, mais en même temps, vous avez parfaitement pointé du doigt ce que tout le monde, tous les gens sensés pensent. Aujourd'hui, vous dites que vous avez du mal et vous avez raison d'avoir du mal. Parce que c'est totalement incompréhensible de porter des accusations aussi graves à partir de considérations aussi légères, sans preuve sur des juges constitutionnels. Ça, c'est grave. Des députés qui se lèvent, 2, 3, qui disent, écoutez, monsieur, on vous a corrompu 3 milliards par-ci, aucune preuve. Suspicion de corruption, allégation, etc. Accusation sans fondement, d'une légèreté extrême. Mais le plus grave, c'est encore pas ça. Le plus grave, c'est de voir un président de la République prendre appui sur ces allégations, sur ces insinuations, sur ces suspicions sans fondement à 10 heures du démarrage de la campagne électorale pour dire que j'ai décidé d'abroger le décret convoquant le corps électoral, un point, un trait. Est-ce qu'on peut accepter ce qu'il est? S'il n'y a pas de crise, comme vous l'avez dit, s'il y avait crise, est-ce que l'Assemblée nationale aurait eu le temps de s'organiser, de se tenir en plénière pour essayer de faire passer une loi? Et pourtant, ils l'ont fait. S'il y avait une crise, quand il y a une crise, la sociologie des crises, s'il y a une véritable crise, tout le monde sait qu'il n'y a pas de crise. Où est la crise? Et comme je dis, on est dans la logique gouvernementale. On a utilisé beaucoup de mots qui n'ont pas de sens et qu'il ne fallait pas utiliser. On n'a pas parlé de terrorisme dans ce pays en disant qu'au Sénégal, il y a des terroristes. On n'a pas parlé de forces occultes. Qui sont les terroristes? Qui sont les forces occultes? Hier, on a libéré des gens qui étaient accusés de terrorisme. S'ils sont des terroristes, ça veut dire que c'est des dangers pour tout le monde. Vous avez une ancienne, Falla Fleur, on l'a accusé de tout, insurrection, appel à l'insurrection, remise. Ces jeunes filles qu'on a arrêtées, vous pensez qu'elles peuvent remettre en cause la continuité de la République? Il faut que les gens soient sérieux. On l'utilise, c'était un alibi, tout le monde le sait. C'était un stratagème pour surfer dessus et essayer de se voir prolonger, puisque ce qu'il voulait, c'est quoi? Aller jusqu'au 15 décembre. Il l'avait obtenu d'une certaine manière. Si le Conseil constitutionnel s'était déclaré incompétent, il l'obtenait. Sauf que le Conseil constitutionnel est rentré dans l'histoire. C'est pour ça, quelque part, je me suis dit que ces députés sont députés par la fermeture. Aujourd'hui, le débat est fermé. Sauf que moi, je dis qu'il ne faut pas le fermer. Il faut l'ouvrir. On ne peut pas accuser. Et heureusement, le juge constitutionnel a porté plainte. Il n'est pas de la prérogative. Ces députés ne peuvent pas ramener un juge constitutionnel, la plus haute instance de la République, à l'Assemblée nationale pour lui poser des questions ou je ne sais quoi. Ils vont refermer le dossier, mais moi, je dis, j'espère qu'ils vont l'ouvrir. Ceux qui ont accusé, on ne doit pas laisser les choses en l'état. On ne peut pas prendre des gens qui ont une dignité de la fonction, qui représentent la plus haute instance juridictionnelle du pays, les accuser avec autant de légèreté et dire que non, finalement, c'est comme ça, comme l'est à la poste, plus personne n'en parle. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas eu de corruption, il y a une tentative de manipulation des institutions pour augmenter son temps de rester au pouvoir, pour régler des comptes politiques. Qu'est-ce qui serait arrivé si on augmentait jusqu'en décembre? Ça lui laisse largement le temps de régler son compte au Premier ministre pour changer comme ça. Deuxième chose, qu'est-ce qui empêcherait Macky Sall, président de la République, de dire, puisque vous m'avez augmenté 10 mois, finalement, il y a plus de crise, il y a une guerre au Sahel et ça menace le Sénégal. Il faut 10 ans pour que le Sénégal ait un président. Qu'est-ce qui l'empêcherait? Qui peut le plus, peut le moins? Ou qui peut le moins, peut le plus? Tout à fait. Ibrahim, vous pouvez poser votre question. Juste poser une question. Là, je suis désolé. On termine bientôt. On a pris du temps. Vous pouvez poser votre question, Ibrahim. Bon, je préfère, puisque je suis de la maison, laisser la parole aux autres. Si le professeur me permettait, bien sûr. Pas de souci. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de mains levées. Il serait mieux de laisser la parole aux autres. Ibrahim, pas Ibrahim. Il y a Mamoudou Samba Diop qui a levé la main. Mamoudou Samba Diop, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Merci.
Mamadou Samba Diop, il n'est pas là. Il y a Dembo Seydi. Je suis là. Ah, vous êtes là. Oui, vous êtes là. Vous avez pas appuyé sur le bon bouton. D'accord. Bonsoir, mes chers. J'espère que vous allez très bien. Bonsoir, monsieur le coordinateur, modérateur. Bonsoir, cher professeur. C'est un véritable plaisir de vous écouter. Bon, puisque nous sommes contraints par le temps, je vais aller très vite. Professeur, le Sénégal, c'est un pays quand même qui a une longue tradition électorale et qui est aussi connu pour sa stabilité politique. Mais surtout, c'est un pays qui a eu accumulé 2 alternances démocratiques. Et selon certains transitologues, le fait d'avoir 2 alternances, c'est un signe que la démocratie est consolidée. Mais malgré tout cela, on voit clairement qu'il y a encore des obstacles, des problèmes. Je voulais savoir qu'est-ce qui explique cela. Pourquoi, malgré toute cette expérience électorale, malgré toute cette longue stabilité, malgré tout ce trajectoire, nous sommes toujours à ce stade où il y a des problèmes sur le mandat, les élections, le report. Donc, il y a un problème de consolidation. Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est la société? Est-ce que, voilà, quelles sont les causes qui font que notre démocratie peine toujours à entrer dans une phase de consolidation effective? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Mamadou Samba Diop. Vous avez posé une question fondamentale qui me permettra de dire que la démocratie n'est jamais un acquis. On a des acquis démocratiques, mais la démocratie n'est jamais un chantier fini. On a vu même aux États-Unis, au lendemain d'une élection, Trump et ses partisans prendre d'assaut le Capitole. Aux États-Unis, c'est une référence démocratique. C'est vous dire, la démocratie peut être totalement bancale, il faut l'entretenir au quotidien. On n'est jamais à l'abri d'une remise en cause. Hitler a été élu démocratiquement. Un président peut être élu démocratiquement s'il ne joue pas le jeu. Maintenant, qu'est-ce qui conduit? La démocratie n'est pas une fin en soi, quelque chose qu'on a une pompe acquérir une fois pour toutes. Il suffit de mettre à la tête du pays quelqu'un doté de ses pouvoirs exorbitants. S'il n'est pas lucide et qu'il n'a pas la tête sur les épaules, il peut conduire le pays à la guerre civile. D'où l'importance de revoir nos textes, d'où l'importance de revoir les prérogatives et tout le pouvoir donné à un seul individu. Aujourd'hui, le Sénégal, tout le monde sait que la stabilité du Sénégal reposait pendant longtemps sur la tête d'un seul individu. Le président, il dit qu'il fait 3 mandats, il y a eu des morts d'hommes. Le président reporte les élections, il y a mort d'hommes. Ça repose sur la volonté d'un seul individu et ça ne devrait pas être le cas. On a connu des traditions, des élections. L'alternance, ça veut dire quoi? L'alternance n'est pas une fin en soi. L'alternance peut conduire à une déception, faute d'alternatives crédibles. Ce qui pousse maintenant les gens à ne pas se conformer, ce ne sont pas des démocrates dans l'âme. Quand on ne croit pas à la démocratie. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui revendiquaient, qui contestaient un certain nombre de choses sous le règne du président Abdoulaye Wade, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui commettent ces choses-là. Au nom de la démocratie, au nom de leur pouvoir. Maintenant, il y a une lutte. Qu'est-ce qui les pousse à cela? Il y a des gens qui disent que les hommes changent au pouvoir. Je dis non, les hommes ne changent pas au pouvoir. Les hommes se révèlent au pouvoir. Et même, je peux le dire autrement, le pouvoir révèle les hommes. Le pouvoir révèle les hommes. Qui tu es fondamentalement, si on te donne un pouvoir, ce pouvoir révèle ta vraie personnalité. Et cette personnalité-là peut conduire à une volonté de conservation du pouvoir. Pour le dire de manière concrète, avec des exemples concrets, qu'est-ce qui anime aujourd'hui le président Macky Sall? Il sait au fond de lui que les 1000 milliards de Covid vont être posés sur la table, la réduction des comptes sur la table, son premier ministre et tous les ministres qui refusent de faire la déclaration de patrimoine sur la table, les contrats pétroliers, tout ça, la signature totale, etc. sur la table, le gaz sur la table, tout ça sur la table. OFNAC, créé, etc. Parce que les gens ont posé des actes. Il y a eu mort d'homme. Qui est responsable des 80 morts au Sénégal pendant les manifestations? Personne n'est responsable. Le Premier ministre ou le ministre n'avait pas annoncé une commission d'enquête. Où est-ce qu'on en est avec la commission d'enquête? Ils savent que le jour où il y aura alternance prochainement ici, tout est remis sur la table. À partir du moment où tout est mis sur la table, les gens craignent pour leur survie.
C'est pour ça que je vous dis que ce ne sont pas de mauvais perdants, mais ce sont de mauvais sortants qui craignent pour la suite, parce qu'on sait que quand on quitte le pouvoir en Afrique, on risque de finir mal. Allez demander à Bokassa, Feu Bokassa, allez demander à Mobutu, allez demander à Blaise Compaoré, à toutes ces personnes qui étaient au pouvoir. Tant qu'on est au pouvoir en Afrique, on peut tout se permettre. Mais on oublie qu'il y a une vie après le pouvoir. Et il y a un certain nombre de réalités qui les rattrapent. Là, nous avons donné la parole à Dembo Seydi. Dembo, je pense que c'est la dernière personne. Et désolé, désolé. Dembo, vous pouvez poser votre question. Merci. Merci beaucoup, mon très cher Gildas, et merci beaucoup, professeur, de nous avoir donné gratuitement cette belle leçon-là. Et nous saluons tous les participants. Bon, puisque nous sommes confrontés à un problème de temps, je pense que je vais aller très rapidement. Moi, je pense qu'on est on a quitté d'une crise interne ou bien d'une crise imaginaire à une vraie crise, parce que tout simplement, avant l'annonce du président, il n'y avait pas cette crise-là. Cette crise était que imaginaire, puisqu'ils ont l'imaginé et ils se sont passés à l'acte. Et après leur action, je pense que le Sénégal a connu une vraie crise que nous pouvons constater sur le terrain et partout. Maintenant, constatant ces faits-là, ma question est relative par rapport aux éventualités qui peuvent y avoir si par extraordinaire ou ce n'est pas par extraordinaire, parce que c'est une question d'habitude. On a l'habitude de voir que ce soit la décision du Conseil constitutionnel, ce n'est qu'une décision d'une juridiction. Par contre, si on se réfère tout simplement à l'histoire récente, il y a 2 ou 3 décisions de la justice, de la même justice sénégalaise, qui donne injonction à l'administration sénégalaise d'exécuter, mais malheureusement, l'administration n'a pas exécuté la décision de la justice. Cette même décision est là, qui a presque éventuellement réglé la crise temporellement, mais quand même, est-ce que demain, si cette même administration refuse d'appliquer cette décision de la justice, quels seront les moyens techniques ou bien pour au moins se faire appliquer cette décision? C'était ça ma question, puisque nous sommes confrontés avec le temps. Et je remercie tout le monde. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Dembo. Bonjour, monsieur Dembo Seydi. Merci pour ta belle question, très pertinente. Pour la gratuité de la communication, je vous enverrai la facture. Je rigole. Vous l'avez bien schématisé, vous l'avez bien dit, et c'est très pertinent ce que vous avez dit. Parce que vous dites qu'on est passé d'une crise imaginaire à une vraie crise. C'est tout que tout le monde a analysé. On n'était pas donc dans une vraie crise. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver si le président de la République ne respectait pas? Voilà. Ce serait tellement grave. Et quels moyens vous dites on peut utiliser? Moi, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé en Gambie et en Côte d'Ivoire, où la CEDEAO a pu intervenir. Mais je pense pour le cas du Sénégal, déjà, avant de dire qu'il y a une possibilité, je ne sais pas si vous avez remarqué toute cette indignation collective au niveau international. Moi, j'ai suivi la presse internationale, CNN, Blinken, le secrétaire d'État américain. Ce sont des gens qui ne parlent pas comme ça. Ils interpellent le président directement en lui disant respecte le calendrier, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui n'a pas l'habitude de s'indigner et de parler, c'est plutôt un diplomate très silencieux. Pareil, les organisations des droits de l'homme, mais toute la communauté internationale, ils n'ont que le pire qui pourrait arriver, c'est de nous mener à ne rien faire et de dire que vacances pouvoir ou à ne pas respecter. Ils ont joué. L'administration électorale n'a pas accepté de donner les fiches de parrainage à un certain nombre plus particulièrement au plénipotentiaire de Ousmane Sonko. La caisse de consignation a posé des actes qu'il fallait condamner. Aujourd'hui, décision ultime, on leur donne une décision ultime, la limite à ne pas franchir. Vont-ils franchir cette limite? J'ose espérer pour eux qu'ils ne vont pas, parce que ce serait suicidaire. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Admettons qu'ils décident de ne rien faire et de laisser en l'état. Ce qui serait grave, parce que je peux donc dire là,
j'ai vu qu'il y avait un conseiller du président de la République qui a sorti un communiqué. Moi, j'avais réagi en disant que ce n'est pas au conseiller du président de la République de sortir un communiqué pour dire on va respecter la décision du Conseil constitutionnel. Le président de la République, il dit qu'il y avait une crise grave. C'est lui qui est sorti le samedi 3 février, le jour de mon anniversaire, pour me pourrir mon anniversaire. Je ferme la parenthèse. Il nous sort, et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel prend une décision. Je vous ai lu sa prestation de serment, ce qu'on attend de lui. C'est lui qui devrait sortir et pas nous jeter comme ça un communiqué d'un de ses conseillers pour dire on va respecter. Le fait de dire qu'on va respecter, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui et qui intéresse les Sénégalais, pour la stabilité du pays, pour la démocratie, qu'est-ce qui intéresse tout le monde? Ce que tout le monde dit de manière unanime, il faut que l'élection se tienne. À lui de se débrouiller. Mais comme je dis, si on jouait sur les dates, admettons qu'ils le disent dans 2 ou 3 jours, combien de temps faudrait-il pour faire la campagne? Certains diront on n'a pas besoin de faire la campagne parce qu'on risque d'arriver à quelque chose. Mais ça pose problème. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, s'ils ne le respectent pas, ce serait très grave. Ils se mettraient à dos toute la communauté internationale. Ils donneraient des raisons à la CEDEAO parce que les Nations Unies, tout ça, les grandes puissances vont mettre la pression sur la CEDEAO en disant allez faire au Sénégal ce que vous avez fait en Gambie et en Côte d'Ivoire. Mais comme les Français avaient couvert ça, avaient béni cela en Côte d'Ivoire, les Français, les Américains, autres, la communauté, ils ne vont pas attendre les Français. Aujourd'hui, ce qu'on attend du pouvoir, et ils le savent, ils sont entre le marteau et l'enclume au pied du mur. Ils savent que le droit doit être dit. Le droit est dit. Une fois que le droit est dit, il faut appliquer la décision du Conseil constitutionnel, choisir une date et laisser que le meilleur gagne. Mais d'autres problèmes vont survenir. Le matériel électoral, les gens qui ne sont pas dans le fichier électoral, le jour de l'élection, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un certain nombre de problèmes par rapport à des gens qui vont voir qu'ils ne sont pas sur les listes électorales? Tout cela risque de nous conduire encore une fois dans une instabilité. C'est pour ça que je dis aux gens, ne crions pas victoire. Soyons vigilants jusqu'au bout. Le jour de l'élection, il peut y avoir des milliers, des centaines de milliers peut-être de personnes qui vont aller sur les bureaux, dans les bureaux de vote et qui vont trouver que leur nom ne figure pas sur les listes électorales. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens peuvent se soulever. Les gens peuvent être totalement mécontents. Tout peut arriver. C'est pour ça, moi, je ne sais pas demain ce que demain nous donnera. J'ai appris à me méfier des hommes politiques, de la vie politique. Souvent, la vie politique, et je terminerai par ça, ce ne sont pas les hommes qui font la vie politique la plupart du temps ou l'histoire. C'est les circonstances et l'histoire qui fait peut-être la destinée des hommes et des pays. Il suffit qu'il y ait une circonstance exceptionnelle, un phénomène exceptionnel pour que tout change. On pense que nous décidons, nous décidons de notre destin, de notre décider à 200%, ce qui n'est pas le cas. Il y a une dimension qui relève de la fatalité, du destin, du hasard, des circonstances, de ce que l'homme ne maîtrise pas totalement. Certains vont le dire de Dieu qui décide des êtres et des choses, la force des choses. Je ne veux pas être fataliste, mais il y a quelque chose qui peut se jouer et on ne sait pas. Tout à fait. Puis, monsieur Hakim, s'il vous plaît. Désolé, là. Oui, je sais. En une minute, j'aimerais juste dire un petit bonjour à mon professeur Ibrahim Silla, c'est Sidi Camara. D'accord. Allez-y, juste, non, pas 1 minute 30 secondes, parce que là, c'est... D'accord, bon, non, j'avais des contributions à faire, mais malheureusement, le temps ne... Oui, on est vraiment, en fait, on est vraiment dans le cadre d'une autre réunion, on pourra intervenir. On pourra discuter, je pense que c'est l'essentiel. On pourra discuter et mettre en place... Merci, Sidi, merci. Vraiment désolé, Sidi. Vraiment désolé pour Sidi, pour Alassane Dia, pour Niaré, pour Ibrahim et les 2 Ibrahim aussi. Et, cher professeur, je pense que on pouvait continuer, mais malheureusement, on n'a plus le temps. Il y aura d'autres occasions. On va vous libérer et nous vous disons merci. Moi, je vous dis merci. Ibrahim Diatta, le président de l'association, vous dit merci. Merci beaucoup. Je pense que ça a été un plaisir de partager et d'écouter vos analyses. Et comme le disait l'autre aussi, la prise de parole en public, elle est toujours équivoque parce qu'on peut parler pour dire, on peut dire pour se dissimuler. Mais le drame de celui qui prend la parole en public, c'est où il s'agit de dire, où il s'agit de dissimulation. Il n'a qu'une chose à dire, c'est qu'il doit dire en fait. Et aujourd'hui, nous avons entendu et nous avons
pris note de ce que vous avez dit et c'est ce qui est important. Nous vous disons merci et nous souhaitons aussi vous retrouver dans d'autres panels, d'autres webinaires pour beaucoup plus emmagasiner, pour beaucoup plus connaître les enjeux de notre époque, du Sénégal particulièrement. Nous vous disons merci beaucoup. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Merci.